Bon, le temps que ça apparaisse, je me présente et je félicite Amit Chachwa sur la prononciation de mon nom de famille. Je m'appelle Romain Van Oudesden, je suis directeur innovation et depuis quelques heures directeur recherche et innovation au sein de Réseau Canopé. Réseau Canopé vous a été présenté très rapidement ce matin par ma directrice générale Marie-Caroline Missire. On est opérateur de la formation continue des enseignants. Donc dans la continuité de l'après-midi et très logiquement après la suite de la table ronde, eh bien, après la formation initiale, je vais essayer de vous parler de la manière dont on s'empare donc des questions de recherche, comment on y participe et comment on va essayer d'impulser aussi une participation forte finalement aux politiques publiques de formation qui soit, et là je reprends les termes de Samantha Casbonne ce matin, mais qui soit étayée par la recherche scientifique. Pour nous, c'est une évidence, c'est inscrit dans notre contrat d'objectifs et de performance avec la tutelle, avec donc le ministère de l'Éducation nationale. On s'oblige à vous proposer, de la formation qui soit... super. Merci beaucoup. Qui soit forcément étayé par la recherche. Et ce n'est pas forcément une évidence, ce n'est pas aussi simple que ça à l'échelle d'un établissement de 1300 personnes qui est présent sur tout le territoire français et qui est donc proche forcément de vous puisque, comme le disait encore une fois Marie-Caroline Missire ce matin, on est même parfois dans les mêmes établissements accueillis. Donc on est voisins dans le continuum de la formation, puisque de la formation initiale à la formation continue, il n'y a qu'un pas pour les enseignants, on est aussi voisins géographiquement. Et une des manières d'incarner notre relation à la recherche, c'est depuis quelques années via e-INSPE, donc la plateforme dont on vous a parlé et qui est une opération donc soutenue par le SGPI, qui était présent ce matin, qui en a parlé aussi. Le ministère évidemment de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est au pilotage, à la gouvernance, ainsi que la Banque des territoires, la Caisse des dépôts. France 2030 via le SGPI, et puis France Université, et puis je garde les meilleurs pour la fin, Réseau Canopé et le réseau des INSPE, qui est présent, et vous allez le voir sur la slide suivante, qui est très présent puisque tous les INSPE participent évidemment dans le partenariat, le consortium, ainsi que les autres opérateurs. Alors, je vais tous les dire en plus, enfin renommer ceux qui n'ont pas encore été nommés, le CNAM, l'AEFE, le CNED, l'ONICEP, France Éducation Internationale, le NSFEA et École UMA. On est nombreux à travailler autour de cette plateforme et de fait, on est aussi structuré cette plateforme, enfin la gouvernance autour de cette plateforme, de manière à ce qu'elle réponde aux enjeux qui nous avaient été commandés par le ministre Jean-Michel Blanquer d'alors, qui était donc d'accompagner finalement l'entrée dans le métier des enseignants dans une dimension de formation continuée, et puis aussi et sur un public un peu particulier qui sont les contractuels qui arrivent très rapidement dans le métier et à qui on va essayer de proposer des parcours de formation. Je profite, donc un comité de pilotage stratégique, un comité éditorial et pédagogique et un comité scientifique présidé par Fabien Emprunt, ici présent, et dans lequel à chaque fois le réseau des INSPE, donc les INSPE de manière globale, sont bien impliqués. Qu'est-ce que e-INSPE ? La promesse de e-INSPE, c'est surtout un format en complémentarité avec les autres acteurs de l'éducation et les autres dispositifs de formation. C'est donc en continuité avec les INSPE, en continuité avec les propres ressources qui sont proposées et les propres formations proposées par Réseau Canopé, mais aussi travailler évidemment avec les EAFC et puis avec ce qu'on peut faire ailleurs, c'est-à-dire, je prends l'exemple de Magistère, mais pas exclusivement. Surtout, et là c'est
c'est une promesse et c'est surtout un intérêt fort dans la production de nos formations. C'est une articulation entre la recherche et la pratique qui s'incarne par un binôme d'auteurs. Chacun des parcours de formation qui sont présents sur la plateforme et qui seront présents sur la plateforme seront toujours créés par un ou une chercheur avec un ou une enseignante ou un ou une formatrice. L'idée étant de bien ancrer dans la pratique et de faire ce pont dont on parle depuis ce matin entre la recherche et la pratique de classe ou en classe, et en tout cas en établissement, avec pour objectif final la transférabilité évidemment dans le quotidien des enseignants. Je vais passer rapidement, mais donc la public cible, finalement, ce sont tous les enseignants, qu'ils soient étudiants ou stagiaires, puisqu'on peut venir en complémentarité, ces programmes de formation-là peuvent venir en complémentarité de ce que vous développez déjà dans les INSPE. Les nouveaux titulaires, évidemment les plus expérimentés et les contractuels. On est sur des champs thématiques assez vastes. Les champs thématiques sur lesquels Réseau Canopé est habitué à travailler et connu plutôt sur le geste professionnel, sur les éducations A, sur tout ce qu'il y a de transversal, mais aussi, finalement, grâce à votre apport, sur l'enseignement disciplinaire, l'approfondissement puis l'analyse. Oui, ça va aller mieux pour moi. Et surtout, d'autres étapes de mise en pratique qui vont être là donc, dans une deuxième ou troisième dimension et une cinquième étape d'échange de pratique en mode asynchrone. Ça, c'est le format de toutes les formations qui vont être proposées en ligne, en ligne et en complémentarité en hybridation par INSPE. Alors quelques chiffres depuis son ouverture, on est à 44 parcours publiés, et puis je passerai la liste évidemment, et près de 13 700 comptes utilisés et plus de bientôt 40 000 heures de formation qui ont été attestées, dont 8400 en INSPE et en EAFC. Je ferai un petit point sur cette partie-là pour vous expliquer la manière dont ça s'est passé. Alors l'offre de formation, là je le passe très rapidement parce qu'on ne va évidemment pas faire toute la liste, mais c'est pour vous montrer l'étendue de ce sur quoi, de ce que vous pouvez trouver sur INSPE. On est autant, donc, comme je le disais, sur du geste pédagogique, sur de la pratique sur des thématiques transversales ou sur du disciplinaire. Voilà. Je fais encore un changement de micro. Et celui-là, voilà, c'est parfait. Enfin, c'était bien aussi celui-là, hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors justement, je parlais du déploiement et de l'hybridation et de la façon dont on a travaillé avec des INSPE et des EAFC, mais là en l'occurrence pour les deux premières actions avec l'INSPE d'Aix-Marseille et l'INSPE de Nice auprès de stagiaires de DIU. Il y avait un parcours qu'on leur a donné. Ils étaient tous présents pour pouvoir suivre le parcours. Alors vous vous souvenez dans la slide où il y avait les 5, les premiers sont normalement prévus en asynchrone. Donc là, ils ont tous pris le temps, mais tout en étant dans un même lieu, pour suivre ce parcours, pour acquérir finalement les connaissances nécessaires, afin de pouvoir ensuite aller dans les étapes 4 et 5 qui là ont été en asynchrone, avec un important point sur l'échange et la mise en pratique, puisque c'est, encore une fois, je le redis, Réseau Canopé, on est présent dans tous les territoires, et c'est une des forces qu'on a de pouvoir finalement rassembler des stagiaires qui, s'ils ne s'arrêtent qu'aux premières étapes, pourraient rester chez eux et éventuellement perdre cet échange et cette communauté qui commence à se créer autour de la pratique de formation sur le parcours qu'ils pourraient avoir fait. Alors j'ai les chiffres très rapidement, mais par exemple avec l'INSPE d'Aix-Marseille, c'était 850 stagiaires qui, en 4 jours, ont déroulé ce parcours et avec qui on a pu travailler de manière concrète, enfin en particulier avec les collègues de l'INSPE. Et
Ça, c'était la présentation globalement de INSPE, mais moi, en tant que responsable plutôt de la partie recherche et innovation, ma vision de INSPE, c'est aussi que c'est un formidable laboratoire. Et un laboratoire, autant au sens scientifique qu'un endroit où on va pouvoir essayer des choses. Et donc je vais vous parler un petit peu de la suite, et de la suite, que ce soit en termes de comment on peut utiliser INSPE en termes de recherche, mais aussi en termes d'innovation. Alors d'abord, et Marie-Caroline Missire ce matin m'a grillé tous les trucs sympas à dire, mais bon, je vais quand même le répéter. D'abord pour vous dire qu'enfin, on se lance dans l'action 3, recherche et développement en formation, et que dans le cadre du PIA 3, donc, on est doté 2 000 € et d'une enveloppe budgétaire qui va être fléchée uniquement sur les INSPE pour près d'1 million d'euros. Alors, un AMI va vous être communiqué, mais d'abord, il faut qu'on le travaille avec le conseil scientifique. On va y travailler là, dans les semaines et les mois à venir pour espérer à la rentrée pouvoir vous appeler à proposer des axes de recherche et avec une petite modalité, mais qu'elle soit transformable évidemment sur la plateforme INSPE ou dans la pratique autour de INSPE, c'est-à-dire par exemple dans l'hybridation. Les modalités qui seront possibles seront les plus ouvertes possibles. En tout cas, c'est ce sur quoi on partirait. Donc des contrats doctoraux, accueil de CIFRE, de COFRA ou de postdoc. Donc on se donne rendez-vous sur ce point-là très rapidement et vous restez connectés au réseau des INSPE qui diffusera évidemment l'information dès que possible. Si je parle de ça en amont, c'est pour vous montrer, pour vous dire que l'importance du livrable et de la concrétisation dans l'information, pour Réseau Canopé, c'est pas nouveau. On a très longtemps, et on continue toujours, à accueillir des tests CIFRE, à travailler avec la recherche. Je disais, notre intérêt, notre importance, c'est de faire de la formation et de la formation qui soit étayée par la recherche scientifique afin que les enseignants en bénéficient et finalement qu'on en soit un peu, nous aussi, les brokers, les médiateurs dont on a un peu parlé durant la journée. Ce qu'on a essayé de faire donc depuis de longues années, c'est d'accueillir des tests CIFRE. Alors, on l'a fait par exemple avec le laboratoire Acté dernièrement. On l'a fait également avec le CERCA il y a quelques années. On participe, et là c'est encore une continuité finalement de la table ronde précédente, mais Réseau Canopé est présent dans la partie appropriation et médiation via la formation des résultats de la recherche des 3 PIA 3 qui étaient évoqués précédemment, c'est-à-dire Pégase, Empirique et 100% IDT. On a aussi eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec des chercheurs ou même d'accueillir des masters très souvent. Et puis, et c'est important parce que c'est vraiment dans la dimension de ce que Catherine Delarue-Breton évoquait tout à l'heure dans cette question de la familiarisation. On est sympa, on a réussi à sacraliser un petit peu d'argent, mais on ne le fait pas juste pour la recherche. On va être garant finalement de faire en sorte que ça serve véritablement les enjeux qu'on a rappelés aussi ce matin, c'est-à-dire que ça serve directement l'enjeu de l'éducation et des élèves. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est vigilant de manière globale, alors avec une petite équipe. Et là, c'est la grande chance d'INSPE, la grande force d'INSPE, c'est qu'on peut nous s'ouvrir et travailler avec beaucoup plus de laboratoires, alors via ce programme de recherche évidemment, mais aussi par les relations et encore une fois par la production même, car vous êtes potentiellement les futurs auteurs des parcours de INSPE.
juste en nous proposant des parcours, en les travaillant avec des chercheurs associés ou des praticiens associés selon qui vous êtes dans la salle, on va pouvoir construire les trous dans la raquette que vous trouverez forcément, puisque pour l'instant on n'a que 44 parcours et puis 13 qui sont en cours de programmation. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi je pense qu'il faut qu'on insiste, c'est qu'il était mention de collectif et de collectif autour de l'éducation. C'est à nous tous, avec nos propres moyens, mais tous les moyens combinés, qu'on va pouvoir réussir à faire en sorte que les enseignants se retrouvent dans des situations les plus adéquates possibles pour pouvoir proposer les meilleurs, enfin en tout cas être dans les meilleures dispositions possibles pour les élèves. Voilà, donc nos programmes de formation se basent tous sur des résultats de la recherche. En interne, chez Réseau Canopé, on a une direction de l'orientation de l'offre qui accueille la direction que j'ai la chance de diriger depuis quelques jours, comme je vous disais, sur la partie et recherche et innovation, c'est-à-dire que tout ce qu'on va produire va servir l'orientation de l'offre de formation, et puis donc ces participations à des grands projets. Et comment ça se concrétise? Je parlais tout à l'heure de Acté et d'une thèse qu'on a accueillie, une thèse CIFRE qu'on a accueillie dernièrement, qui vient de se finir, qui était sur la vidéo, enfin les apports de la vidéo 360 dans la formation initiale. Ça a commencé avec un travail d'abord avec Lionel Roche, qui maintenant est à l'UQAM, qui était à Clermont-Ferrand à ce moment-là. Et on a travaillé, on a essayé de voir comment, à partir d'un objet technique, la vidéo 360, on pouvait en faire quelque chose qui soit pertinent dans la formation. Là, en l'occurrence, on a fait le choix d'intégrer un tout petit extrait d'une quarantaine de secondes dans le tout début d'une formation sur la différenciation. Je prends l'exemple de la différenciation, qui est le premier et qui va sortir très prochainement. Et donc, on encourage les stagiaires à juste s'immerger dans un espace de classe. Donc, ils se retrouvent véritablement. Alors, c'est pas évident, évidemment, là, d'autant plus que moi, ça me fait faire un torticolis, mais là, vous êtes sur un lecteur qui vous permet d'arrêter et de tourner à 360, de regarder le plafond si ça vous intéresse, le sol exactement, mais de pouvoir lire finalement les interactions qu'il peut y avoir entre les élèves, entre eux, entre l'enseignante et les élèves, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on commence à intégrer les formés sur leur propre définition de la différenciation. C'est une façon de faire pour utiliser une technologie, et ça, on l'a utilisé, donc on va l'utiliser, dans un premier parcours, et puis un deuxième qui doit sortir normalement à la fin de l'année, là sur l'activité physique et sur les 30 minutes d'activité physique par jour. L'entrée de la recherche, là, elle était par une technologie, mais évidemment avec un soutien pédagogique fort, encore une fois, du laboratoire Acté. Et parfois, ce qu'on peut faire en termes de recherche ou d'innovation, ça va être plutôt au service du formé, puisque là, c'est vraiment dans la formation. Ça peut être au service du formé dans le moment de la formation. Un autre des exemples qu'on a développé dernièrement, c'est une IA, enfin un RAG, donc un Retrieval Augmented Generation, donc un corpus spécifique qui a été travaillé avec les auteurs et qui ne concerne qu'un seul et unique parcours. Donc dans certains parcours, alors actuellement dans 4, mais dès la rentrée 2025 pour tous les parcours, les 44 parcours plus les 13 qui arriveront de INSPE, vous allez pouvoir interroger une intelligence artificielle, et c'est bien une intelligence artificielle, mais qui est un petit peu plus qu'une IA type ChatGPT qu'on a beaucoup trop nommé aujourd'hui, qui va m'accompagner dans le parcours. Par exemple, sur le parcours sur l'empathie, alors moi je ne sais pas si ma démo va fonctionner véritablement là. Ça va être un test en direct, je ne bouge plus, tac. Là.
Super. Il faut que je sorte de la présentation. Ouais, c'est ça. Là. Non, ça c'est là. Hop. Alors la résolution est pas folle là. Et comme avec le Wi-Fi, le firewall m'empêche d'aller sur InSpe, il a fallu que je fasse tout à l'heure la démo un peu en amont. Mais je suis sur un parcours sur l'empathie. Et la première question que j'ai posée, en faisant un peu un peu le naïf, je lui ai demandé qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre. Ça, c'est moi qui ai écrit ça. Et donc, j'ai une réponse qui est générée par l'IA d'un côté. Donc, vous allez apprendre l'empathie, avec cette petite capsule qui me dit que la réponse a été produite par un assistant numérique, parce que derrière notre RAG, il y a évidemment un LLM qui est suffisamment costaud pour pouvoir produire du texte. Et là, en l'occurrence, on est sur une des versions light de Mistral. Et puis, vous voyez sur le côté, cette information n'est pas disponible dans le corpus actuel. Alors, c'est peut-être pas forcément clair, mais ça veut dire que pour répondre à la partie gauche, il n'a pas eu besoin d'aller s'appuyer sur les sources qui ont servi à la création du parcours. Et en fait, c'est ça l'utilité d'un RAG, c'est qu'on a décidé qu'on pouvait interroger, quand je suis informé sur ce parcours-là, on a décidé donc qu'il y avait finalement toute la bibliographie qui a servi, peut-être les programmes auxquels on fait référence, etc. Et donc, comme je commençais juste mon parcours, j'ai dit ok, c'est très bien, c'est un parcours sur l'empathie, mais voilà, je continue à poser des questions un peu stupides. C'est quoi l'empathie? Est-ce que cela s'enseigne comme une discipline, ou bien est-ce que c'est plutôt diffus? C'est-à-dire, dans mon esprit, dans ma question, c'était plutôt comment je fais, quoi. Et là, la réponse générée par l'IA va s'appuyer, alors on pourrait le lire, mais c'est peut-être pas véritablement le plus intéressant, va s'appuyer sur des éléments qui sont dans son corpus. Et là, le corpus, il me dit, je m'appuie sur des connaissances produites par les auteurs, donc Marianne Fèvre, qui est professeure des écoles et qui a participé à la création de ce parcours, ainsi que Sylvain Doll, qui est maître formateur. Et puis, il s'appuie aussi sur du contenu de documents de Santé publique France. Si je clique là, je vais arriver, alors là on le voit, enfin, vous le voyez dans l'URL là, mais on arriverait sur Santé publique France. Et puis, par rapport à ma question, il me rappelle qu'il y a des éléments de définition, etc. Et donc, si j'arrive ici, là ça devrait marcher parce que je l'ai fait. Tac. Oui, ça devrait... Ah ouais, non, il faut que je me reconnecte. Bon, et puis là, j'ai perdu. Mais ça m'aurait ramené sur l'activité qui va me permettre de revoir et de retravailler cette question, ou de là, en l'occurrence, la travailler, parce que moi, j'ai commencé à poser des questions dès le début. L'intérêt d'avoir un chatbot comme ça, c'est vraiment un compagnon que je peux solliciter quand j'en ai envie. Si j'en veux pas, je le laisse de côté. Si j'en veux pas, il reste un tout petit rond là comme ça qui va pas m'embêter pendant ma formation. Il est disponible, je le sollicite ou je le sollicite pas, pour peut-être revoir des concepts. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, je me dis bon, l'empathie, je sais pas très bien finalement comment le définir. J'essaye de retravailler ça et ça me ramène à la bonne activité au bon moment dans le parcours de formation. C'est une des propositions qu'on a fait et qu'on va travailler, qui est sortie depuis une semaine ou deux désormais, et qui est présente pour l'instant sur 4 parcours et qu'on va pouvoir déployer à la rentrée donc sur les 44. Et je vais essayer de revenir sur ma présentation pour finir.